Vous écoutez un balado. Ici Radio-Canada Première. Aujourd'hui, on vous parle de Fugue. Tout d'abord avec la série Fugueuse diffusée à TVA qui fait énormément jaser depuis quelques semaines. Ensuite, en se demandant qu'est-ce qui se passe au Bloc québécois où 7 députés ont décidé plus tôt cette semaine de fuguer. Et on termine avec mon petit dada à moi, c'est-à-dire me faire des ennemis en corrigeant les propos de certains intervenants médiatiques qui, selon moi, prennent un peu trop de liberté avec la vérité. Bienvenue à Si j'ai bien compris, épisode 4. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous pouvez la voir ou l'entendre à l'émission Alt à Vrac TV où elle essaie dans ses chroniques de faire réfléchir notre jeunesse et de la rendre un peu moins niaiseuse. Vous pouvez aussi la voir et l'entendre chez Les Brutes, une série de capsules web présentée à Télé-Québec où elle essaie de convertir notre jeunesse au mouvement féminisme radical. C'est un peu ça l'objectif. Féminazie, oui. Féminazie. Judith Lucier avec moi. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Ça joint aussi à nous pour la première fois aujourd'hui Kevin Breton, dont vous pouvez lire les chroniques sur le site Urbania et vous pouvez l'écouter et l'entendre et le voir au canal Ami où il anime un magazine de service. Cela dit, voir et entendre au canal Ami, c'est un peu une boutade que je fais. C'est vrai. Non, mais c'est un canal qui est-ce que tu peux m'expliquer rapidement? Oui, certainement. Ça s'adresse aux gens qui ont des difficultés... Une déficience visuelle ou perte de vision ou des personnes aveugles. Fait que c'est un peu comme faire de la radio à la télévision pour des personnes. Donc, on fait beaucoup de vidéos description, comme on appelle. Donc, si on montre quelque chose à l'écran, on va prendre le temps de le décrire. C'est à peu près ça la grosse différence. Et si tu avais à me décrire présentement, beau bonhomme, 6 pieds 2 dans poids santé? La beauté, c'est subjectif. Fait qu'on se contenterait juste de dire comme ton âge, peut-être genre une paire de lunettes. Là. OK, c'est gentil. OK, alors, on est prêt à commencer. On plonge immédiatement. Commençons par aller écouter un extrait de la bande-annonce de la série Fugueuse. Je trouve pas qu'il y a un genre de courant électrique qui passe entre nous deux. Ton nouvel amoureux? Je l'aime, ce gars-là. C'est pas à vous de décider qui j'ai le droit d'aimer ou pas. Est-ce qu'on m'a redonné ton téléphone? T'as un coup pour passer en deuxième vitesse avec ta petite 450. Si t'embarques avec moi, j'embarque. Fanny, on n'a aucune nouvelle de toi. On sait pas t'es où, ni avec qui. On est inquiet. Reviens à la maison, s'il te plaît. Véritable phénomène télévisuel de l'hiver, la série Fugueuse fait d'excellentes cotes d'écoute et reçoit les éloges de très nombreuses personnes, dont des parents qui se servent de la série pour engager des discussions avec leurs adolescentes. Judith se prépare à cette chronique depuis 9 semaines, c'est-à-dire... Absolument, j'avais le mandat depuis le début de la saison. Non, je le regardais par accident parce que j'aime ça. Ben justement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette série-là? Ben, c'est l'histoire d'une jeune fille de bonne famille, c'est important de préciser. Fanny qui tombe sous le charme d'un rappeur, Damien, qui est incarné par le célèbre Yes McCann du groupe Dead Obies, qui l'entraîne dans l'enfer de la prostitution devant l'impuissance de ses parents. Ses parents qui sont incarnés par Claude Legault et Linda Johnson. Claude Legault incarne le père autoritaire et sévère, alors que Linda Johnson est plus la mère qui essaie d'être compréhensive, un peu molle. Et il y a aussi la grand-mère incarnée par Danielle Proulx, qui est une espèce de confidente de Fanny qui l'échappe de temps en temps. Et là, ça nous amène à nous questionner, où a été le maillon faible dans la famille pour que Fanny tombe dans les griffes de ce proxénète? Parce qu'il y a toujours un maillon faible. Non, pas tout à fait. En fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a plusieurs causes, il y a plusieurs facteurs qui vont mener Fanny à la prostitution. Parfait, on va l'analyser dans quelques instants, mais avant ça, pourquoi on en parle cette semaine particulièrement? Bon, à part que je t'ai demandé... Parce que l'intrigue est absolument captivante, Louis. Oui, c'est vraiment... Non. Oui, quand même! Malheureusement, on n'en parle peut-être pas pour les bonnes raisons cette semaine. Effectivement. Vous avez peut-être remarqué la une du Journal de Montréal cette semaine qui titrait « Fugueuse comme à la télé ». Et plusieurs personnes, dont le chroniqueur Mario Girard de La Presse, se sont indignées que cette une donne l'impression que l'Empire québécois moussait la popularité de sa série. Parce que c'était une fugueuse qui n'était pas la comédienne, là. C'était une vraie fugueuse qui ressemble un peu à celle dans la série. Effectivement, et dont l'histoire rappelle celle de Fanny. Il s'agit de Kelly Martin-Nollet. Et donc, ça rappelle l'histoire, effectivement, de Fanny. Et là, plusieurs personnes ont dit, ça n'a pas de bon sens. Même Mario Girard soulignait dans son texte que quelques pages plus loin dans le journal, on nous proposait de nous abonner au Club Illico pour 9,99 pour voir les 2 derniers épisodes de la série qui y sont en primeur. C'est comme utiliser un drame personnel pour promouvoir une série. Oui, ou
utiliser une série télé pour promouvoir la une du journal, Vice-versa. la vente de nouvelles. Ce à quoi PKP, et là, ça devient politique, a répondu que la presse, elle, était détenue par Power Corporation, actionnaire de référence de Lafarge, qui finance l'État islamique. Finalement, Mario Girard est pratiquement un soldat d'Allah. Et d'ailleurs, ça a marqué ma semaine. Moi, je vais y revenir un peu plus tard dans l'épisode. Sinon, est-ce qu'il y a vraiment des liens à faire entre la série télé et la réalité? Ben, Est-ce oui. qu'elle dépeint bien la réalité? Oui, effectivement. Louis, moi, quand j'écoutais la série, au départ, j'étais assez incrédule. Je me disais, ça se peut pas que ces proxénètes-là soient dans un processus aussi conscient. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des gars manipulateurs dans la vie, mais je doutais pas qu'il y avait un effort concerté pour Que ce soit autant organisé, c'est-à-dire? Exactement, pour transformer une jeune fille égarée en prostituée. Et j'en ai parlé avec mon C'est ami. des professionnels, ils savent comment faire ça. Oui, Puis ça, c'est organisé, fascinant et ça fait c'est peur. pensé, c'est conçu. Et j'en ai parlé à mon amie Marie Drouin, qui est une survivante et une organisatrice communautaire de la CLÉ, qui est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Je lui ai demandé si c'était réaliste et elle m'a dit que oui, ça l'est tristement. Dans Fugueuse, on montre notamment des filles qui sont recrutées parfois par d'autres filles, comment elles sont désensibilisées au sexe sans plaisir, parfois à travers des gangbangs qui sont programmés, qui sont organisés. Oui, parce comme... que si ces gens-là arrivaient avec cette proposition-là dès le début, n'importe qui normalement constitué probablement dirait non. Donc, il y a vraiment un processus Exactement, d'embrigadement. de désensibilisation. Là, elle est amoureuse, prend de la drogue, finalement, son chum part et elle se fait attaquer par la gang du copain en question. Après ça, elle se sent très mal, elle se sent coupable de son viol. Donc, on touche un peu à la culture du viol, évidemment. Et ma question par rapport à ça, moi, j'ai pas écouté la série, mais je sais que ça fait beaucoup de brouhaha, beaucoup de gens en parlent. Ça m'apparaît important d'en parler, mais est-ce que c'est un phénomène qui est fréquent? Est-ce que c'est vraiment un problème qui existe beaucoup dans la société en ce moment? Bien, oui. Depuis que la diffusion de la série, l'organisme La Clé a triplé son volume d'appels en provenance de parents, de filles et d'enseignants inquiets et en quête d'informations pour savoir comment intervenir. Ça, c'est positif. Ça, c'est bien, ça. C'est positif, sauf que l'organisation en question, elle, n'a pas plus de budget. Il y a... c'est un phénomène qui est difficile à chiffrer, Louis. Je sais que tu aimes les statistiques, mais comme c'est illicite, on peut difficilement savoir combien il y a de prostituées au Québec. On estime le nombre de femmes impliquées dans l'industrie du sexe à Montréal entre 5 000 et 10 000. Ça varie évidemment selon les événements. Quand il y a la Formule 1 qui arrive à Montréal, on voit une recrudescence du phénomène. Entre 85 et 90 % des prostituées et même les danseuses auraient un proxénète. Pour parler de fugue un peu, on a compté en 2014 5 700 cas de disparition d'adolescents, donc 4 000 cas de fugue. 76 % sont des filles. Ah oui? Et 30 % de ces filles-là ont été exploitées sexuellement. Il y a peut-être des causes à ce phénomène de fugue, notamment les fugues dans les centres d'accueil. En 2007, Québec a passé une loi pour conférer plus de liberté aux jeunes des centres jeunesse pour pas qu'ils soient en prison. On a déverrouillé les portes. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, mais on a mis plusieurs mesures en place, dont déverrouiller les portes, réduire les moments de surveillance, peut-être? Surveillance. Et en 2006, soit la dernière année avant les changements législatifs, on dénombrait 2369 fugues dans les centres jeunesse du Québec. En 2008, la première année qui a suivi les modifications, ce nombre a grimpé à 3371 je veux pas être trop démagogique, mais... Est-ce qu'on est surpris à partir du moment où ils ont débarré les portes, le monde sont partis? En même temps, c'est comment on peut justifier des conditions de détention pour des ados de 16 ans qui sont des dangers pour eux-mêmes, mais qui n'ont pas nécessairement commis des crimes. Et là, la question. Moi, ma grande question, parce que par rapport à tout ça, je me demande, est-ce que ça sert à quelque chose, la télé comme ça? Est-ce qu'une série comme ça peut aider à prévenir? Est-ce que ça conscientise les jeunes, les parents? Qu'est-ce que ça a comme effet? J'ai envie de te dire non, Louis, parce que si je me fie à l'effet qu'a eu sur moi la lecture de Christiane F. à l'adolescence, ça m'a plutôt donné l'idée que tomber dans l'enfer de la drogue peut être plus excitant qu'aller à mes cours d'éducation physique. À cet âge-là, je pense qu'on peut être attiré. Je sais même pas c'est quoi Christiane F., pour être honnête. C'est un roman qui a marqué vraiment les années 80 avec... c'était le récit de Christiane F., 13 ans, prostituée, droguée, et qui racontait, je pense que ça se passait en Allemagne, et elle racontait comment elle tombait dans l'enfer de la drogue, et ça a suscité l'engouement de plusieurs jeunes filles qui
ont développé une espèce d'intérêt pour l'encanaillement. D'ailleurs, Geneviève Peterson en parle beaucoup dans son roman La déesse des mouches à feu. C'est vraiment un phénomène qui a été observé. Donc, je ne sais pas pour Fugueuse, mais aussi, il y a quelque chose de troublant. C'est que quand on parle avec les comédiens et les comédiennes de la série, il y a 2 comédiennes de la série, Ludivine Redding, qui incarne la jeune Fanny, et Laurence Latreille, qui incarne son amie, ont été approchées sur les réseaux sociaux par un homme qui disait avoir une agence d'escorte. Par où commencer, monsieur? Donc, on n'a pas la réponse nécessairement à savoir si ça joue un rôle ou si ça réussit à avoir des effets, mais on peut espérer, on peut croiser les doigts. Ça peut susciter, comme tu disais, des discussions entre les ados et leurs parents. Oui. Et ça peut pas nuire. Ben effectivement. Alors, si j'ai bien compris, Québécois en beurre un peu épais, comme c'est souvent le cas, mais on peut quand même se réjouir qu'un sujet important comme ça fasse parler de lui dans les médias. Merci, Judith. Plaisir. Allons écouter un autre extrait. Cette fois-ci, c'est la déclaration de Martine Ouellette le 28 février, après que 7 députés aient démissionné du Bloc québécois. Ensuite, on entendra le député Louis Plamondon, qui fait partie des 7 députés démissionnaires. Allons écouter ça. On a une responsabilité envers les 20 000 membres du Bloc québécois. On a une responsabilité aussi envers l'indépendance du Québec. Moi, je leur lance le message. Je l'ai dit ce matin, la porte est ouverte, elle restera toujours ouverte. À l'heure actuelle, je ne vois pas comment on pourrait retourner avec ce chef. Est-ce que vous venez de signer en quelque sorte l'arrêt de mort du Bloc québécois? Non, je pense qu'on essaie de le sauver, le Bloc québécois, et non pas de signer son arrêt de mort. Si on ne faisait rien, on s'en allait carrément à l'abattoir avec 13 % du vote. Alors, Martine Ouellette a fait la même erreur que les centres de jeunesse. Elle a laissé la porte ouverte et les gens en ont profité pour partir. Oh, beau lien. Kevin Breton, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au Bloc québécois? Une nouvelle aussi inusitée qu'invraisemblable. Louis, il y aurait eu de la chicane au sein d'une formation politique indépendantiste. On sent un peu d'ironie dans le ton. Peu. Là, la déclaration qu'on a entendue de Louis Plamondon, ça faisait suite effectivement à 7 des 10 députés bloquistes qui ont, comme tu l'as dit en introduction, Louis, fugué. J'aime bien l'image. Mais par contre, ça date pas d'hier. Il s'agit en fait du point culminant d'à peu près 1 an de grogne interne qui sévissait au Bloc. En fait, elle a été élue comme chef en mars 2017 et dès avril 2017, une simple recherche Google peut nous permettre de trouver plusieurs articles qui titraient « Grogne au Bloc québécois »,« Une guerre de clans éclate au Bloc »,« La fin du Bloc », etc. Mal de bloc et tous les jeux de mots avec bloc qu'on a pu voir passer. En plus des petits dessins avec Martine. Martine à la campagne. Ça a bien fonctionné. Il y en a même un qui c'est mercredi. Martine passe un mercredi bien spécial et la nouvelle est survenue un mercredi. Donc lui, ça a bien marché. Puis c'était pas un trucage. Mais ça a commencé le dimanche 25 février avec la démission du leader parlementaire Gabriel Sainte-Marie. Le lendemain, on a tenu une réunion d'urgence de 4 heures et semble-t-il que le ton a vraiment levé derrière les portes. Il y avait une journaliste du Devoir qui a même reporté sur Twitter qu'un employé du parti s'amusait à siffler très, très fort pour enterrer le bruit des couteaux qui étaient lancés. La chicane! Ça donne une situation surréaliste. Bon, on comprend que ça fait un certain temps qu'il y a de la grogne. Je sais qu'il y a son salaire aussi qui a déplu à certains députés. Le fait qu'elle reste à Québec. Oui, puis c'est parce qu'elle était chef, mais aussi députée au Québec en même temps. Bon, il y a de la grogne depuis un certain temps, mais d'ailleurs, qui est Martine Ouellette? Parce que partons de la genèse. Qui est cette femme? C'est sans doute la politicienne au Québec qui possède la plus grande patère à chapeau. Elle est à la fois chef d'un parti au fédéral, mais également représentante de la circonscription de Vachon depuis 2010. Elle était péquiste. Maintenant, elle est indépendante depuis 2016. On se rappellera qu'elle a été ministre des Ressources naturelles sous Pauline Marois. Elle fut porte-parole de l'opposition officielle en matière de communication, de culture, etc. Et puis, Alec Castonguay, dans un texte de l'actualité, nous apprenait que lorsqu'elle était ministre des Ressources naturelles, elle avait exigé ou réclamé un bureau dans le bâtiment d'Hydro-Québec, un peu comme René Lévesque avait eu à l'époque. Puis ça, selon lui, ça donnait une idée d'une espèce de femme très intransigeante qui aimait bien se faire entendre. Et c'est l'une des critiques ou des doléances des députés bloquistes pour dire qu'en fait, c'était pas une bonne joueuse d'équipe, Martine Ouellette. Donc, c'était peut-être pas un bon chef. Vous allez me voir venir avec ma question, là, mais
est-ce qu'il y a un biais sexiste par rapport à l'intransigeance qu'on attribue à Martine Ouellette par Non, rapport très à... mauvaise question. Alors, on continue. Non, mais par rapport... Merci, Louis. C'est de vraiment me une laisser bonne m'exprimer. question. Par rapport à un Gaétan Barrette, par exemple, ou par rapport à d'autres politiciens Je pense que Gaétan Barrette masculins reçoit- qui sont... Je pense que Gaétan Barrette reçoit son lot de critiques aussi, Oui, mais oui. j'aurais tendance quand même à être d'accord avec toi Il y a que c'est peut-être- le genre de comportement que si une femme... Pauline Marois Ouais. vivait le même affaire un peu. Ouais. Qu'on Si une accepte plus d'un homme, mais qui est Gilles plus... Duceppe, Un qui li- était le chef, c'était pas une soie non plus. Non plus, là. hein, c'est ça. Un leader féminin va parfois être vu plus désagréablement par les gens ou reçu plus désagréablement Pour un ou- même comportement. pour un même comportement Donc, qu'un il leader. y a peut-être Mais ça. est quand même têtu, si j'ai bien compris. Ouais, donc il y a peut-être effectivement là, une analyse sexiste à faire de la situation, mais également, si on compare avec Gilles Duceppe, ben reste que Gilles Duceppe avait acquis une certaine notoriété et Il un permettait de certain faire ça. droit parce que c'était le premier député bloquiste de l'histoire. Pour revenir à Martine Ouellette, bon, elle voulait être chef du PQ. Elle a Oui. fait 2 courses à la chefferie. La première, elle s'est désistée rapidement. À la deuxième, elle a terminé 3e, donc elle a baissé pavillon devant Jean-François Lisée, malgré le fait qu'elle avait profité d'un appui massif des souverainistes pressés, on va les appeler comme ça. Il y avait notamment les membres d'Option nationale qui avaient signé une lettre l'appuyant, la qualifiant de candidate pour l'indépendance, puis ben, il avait joué à peu près le même tour pour faire élire Mario Beaulieu comme chef du OK. Bloc. C'est ce qu'on lui reproche aussi un peu, hein, d'être Ouais. une souverainiste pressée. Puis justement, au Bloc québécois, elle voulait beaucoup parler d'indépendance, voire que parler d'indépendance, quand tandis que les députés voyaient ça un peu différemment, c'est-à-dire qu'eux Il y avait pensent... d'autres chats à fouetter. Ben, c'est qu'eux... D'autres dossiers importants pour les défendre le questions. droit, défendre les intérêts du Québec au Canada. Je pense que c'est ça que le Bloc à québécois fait depuis un certain temps, tandis qu'elle était plus pour parler d'indépendance. D'ailleurs, le Bloc québécois, ça fait quoi depuis quelques années? Ben, le Bloc, on s'en rappelle, a un peu fait les frais de la vague orange en 2011. Ils ont eu un petit regain d'énergie en 2015 parce qu'ils ont passé de 4 à 10 députés, si je me souviens bien, mais Ouais, c'est malgré pas, tout, c'est bon, ça c'est reste loin des minime. hauts chiffres des années 90. Tout à fait. Puis en plus, ben, il avait obtenu moins de voix au scrutin, 2 de moins qu'aux élections de 2011. Donc merci au système électoral. Et il était quand même en deçà du minimum de 12 sièges pour être reconnu comme un parti politique officiel à la Chambre. Et ça coûte de l'argent. Quand Ça on n'est coûte pas un l'argent. parti officiel, on reçoit moins de subventions. C'est ça que je crois. Exactement, OK. Louis. Puis en plus, ben, on a un temps de parole limité à la Chambre. Donc les bloquistes n'avaient pas juste de la difficulté à s'entendre entre eux, ils avaient de la difficulté à se faire entendre, point. Il était devenu un parti minoritaire, un parti marginal. Tout à fait. Ce à quoi on n'était pas habitué dans ces dernières années. Alors, ça pose la question, l'avenir du Bloc. Parce que je pense que c'est... Puis je le dis, je ne sais même pas si eux-mêmes connaissent l'avenir du Bloc. Exact. Ben écoutez, Martine Ouellette, quand elle a reçu un mandat clair quand même en devenant chef du Bloc québécois, c'était les mêmes souverainistes pressés qui l'avaient porté au pouvoir, qui avaient joué le même tour avec Mario Beaulieu. Puis eux, ils ont vraiment vu l'échec de 2011 comme un moment de réaligner la stratégie du Bloc pour, comme tu l'as dit, toujours taper sur le clou de l'indépendance, plus parler du saumon du Pacifique, plus parler de la gestion de l'offre. D'ailleurs... Parce que le saumon du Pacifique sont un peu tannants avec ça, on va se le dire. Hein? Sujet passionnant, c'est s'il en le temps est. qu'on passe à autre chose. C'est vrai. Mais bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais Patrick Lagacé l'écrivait dans une chronique aussi. Il reste que le Bloc a fait un bon travail de chien de garde, de défendre les droits et les intérêts des Québécois sur la scène fédérale, mais ils ont tellement bien fait que souvent, ça servait... Aux autres provinces, oui, c'est ça. Exact, d'un océan à l'autre. C'est-à-dire qu'il prouvait que le système fonctionnait. C'était un peu le En fait, il prouvait que le système fonctionnait pas. Ou fonctionnait dans le sens que s'il était capable de défendre nos droits, ben ça prouve que la fédération, ça fonctionne. Je sais pas. Moi, personnellement, je veux pas... Moi, j'ai d'autres chats à fouetter que l'indépendance. Mais pour revenir à l'avenir du Bloc, ben, la crise reflète quand même l'espèce de dissension qui existe au sein du mouvement indépendantiste. Je rappelle quand même qu'il y a encore 36 de la population québécoise chez les francophones qui appuient l'indépendance, mais dans ce 36 %-là, il y a ce qu'on peut appeler les étapistes là, qui ne s'avancent pas sur la tenue d'un référendum à court terme et les pressés qui ont une approche décomplexée, un peu à la option nationale. C'est un peu comme sur l'autoroute. Hein? Quand t'es derrière un pas pressé, puis t'es pressé, ça fait chier. Fatigant. Mais ça gosse. ça fait quand même longtemps qu'on sonne la mort du Bloc québécois, mais reste qu'ils ont une bonne base électorale. Martine Ouellette peut quand même se consoler en parlant de ses 20 000 membres, puis quand même d'un certain bon état des finances du parti. Puis bon, il y a les élections de 2019 au fédéral qui se pointent. Est-ce que ça veut nécessairement dire que le Bloc ne sera pas capable de faire réélire les 10 députés qu'ils avaient?
la concurrence qui prend la forme du NPD puis du Parti conservateur n'est pas nécessairement dans un meilleur état qu'il l'était il y a 4 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. De toute façon, ça fait 20 ans qu'on prédit la mort du Bloc, ça ne se produit pas. Mais ça veut certainement dire que le Bloc va devoir au moins se transformer ou changer son positionnement. Ben merci. Alors, si j'ai bien compris, le parti est pas mort, mais il est pas fort. Et ils ont plusieurs défis à relever pour l'élection fédérale de 2019. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Louis. Dans cette ère où l'on accorde plus d'attention aux opinions qu'aux faits, j'ai décidé d'aller à contre-courant, de faire mon plate, puis d'aller vérifier si ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ou ce qu'on entend à la radio ou à la télé est vrai. Bienvenue à la correction. Commençons par un extrait du comédien Vincent Gratton qui est allé à la rencontre du gouvernement pour lui parler des paradis fiscaux. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il faut qu'ensemble, collectivement, nous imposions une justice fiscale sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est pas tant Vincent Gratton qui m'intéresse que la réaction de l'animateur Jeff Fillion le 23 février qui déclarait sur Twitter, j'ouvre les guillemets, un esti d'acteur payé en partie par de l'argent public qui parle de fiscalité, c'est le Twilight Zone en joie le vert. Tu peux commencer par défendre la classe moyenne québécoise étouffée par l'enfer fiscal québécois. Alors, la question, je vous la pose à vous aussi, est-ce que le Québec est un enfer fiscal pour la classe moyenne? Ah, je ne crois pas. Moi non plus. Mais vous avez raison, réponse courte, non. Réponse longue, ça dépend de qui on parle. Alors, il est vrai la classe moyenne, c'est un gros fourre-tout, hein? Exactement, mais en fait, il est vrai que si on prend l'ensemble des Québécois, nous sommes parmi les plus taxés et imposés dans le monde. Mais si on parle de la classe moyenne, c'est différent. Si on regarde la charge fiscale d'un couple avec 2 enfants, ce qu'on pourrait considérer comme le vrai monde, dans la classe moyenne, c'est-à-dire les impôts payés et aussi les services reçus, parce que c'est important qu'on parle d'impôts, la charge fiscale, de considérer les deux, tu sais, parce qu'aux États-Unis, oui, effectivement, tu vas payer moins d'impôts, mais tu dois t'acheter une assurance médicale de 12 000 Fait qu'on doit l'inclure. Alors, si on fait la comparaison, dans tous les cas, la charge fiscale d'un couple québécois avec des enfants se trouve sous la moyenne du G7. Le seul cas où un couple avec enfants va payer plus d'impôts au Québec qu'aux États-Unis, c'est si le couple gagne plus de 135 000 par année. Et là, il ne fait plus partie de la classe moyenne. Du vrai monde. Alors, pour véhiculer un message qui manque de nuances à mes yeux et qui se révèle pas tout à fait vrai, je donne cette semaine la note de C- à Jeff Fillion. Dans sa chronique Réveillez-vous, diffusée dans l'émission Le Québec matin, Richard Martineau a fait part de son ras-le-bol envers les nids de poules. Allons écouter un extrait. On parle plus de nids de poules, c'est des nids d'autruches, c'est des nids d'éléphants, c'est des cratères d'astéroïdes. Aller à la frontière du Vermont, à la frontière de l'Ontario, à la frontière du Nouveau-Brunswick. De leur côté, c'est lisse, c'est super beau, une table de bière. De notre côté, c'est béning badang, ça n'a aucun bon sens. Alors, la grande question, est-ce que les routes du Québec sont réellement pires qu'ailleurs? Et là, je crois qu'il y a des gens à la maison qui doivent être en train de se dire oui. En tout cas, moi, sur ma rue, ça fait vraiment dur. Ça fait vraiment dur. Ouais. Quelle rue? Rue Ottawa, ironiquement. Ouais. Eh bien, je suis allé lire quelques études là-dessus parce que moi aussi, j'ai cette perception-là que c'est mieux ailleurs. Selon un groupe de recherche sur le transport aux États-Unis, 52% des routes dans les grandes villes américaines sont en mauvaise condition. On peut même aller jusqu'à 64% des routes qui sont en mauvaise condition dans des villes comme Los Angeles. Au Québec, on parle de 50% des routes qui sont en mauvais état. Donc, c'est très comparable. Je sais qu'on n'a pas cette impression-là, mais c'est très comparable selon les stats. J'ai retrouvé des articles sur comment les citoyens de Burlington au Vermont manifestent parce qu'ils jugent avoir un gros problème de nid de poule et même qu'au Vermont, certaines villes ont décidé d'enlever le pavage. Ils sont en train d'enlever l'asphalte sur leurs routes parce qu'ils jugent que c'est moins cher d'entretenir des routes en roche? En gravel? Oui, à cause qu'il y avait un gros problème de nid de poule, puis ils trouvaient que c'était trop dur de réparer toujours. Alors, on enlève ça, c'est plus simple comme ça. Sudbury se plaint de ses nids de poule. Ottawa a vécu l'année dernière une année record en nombre de nids de poule. L'herbe est plus verte ailleurs. Ben, j'allais dire, l'asphalte est plus gris. Ouais, l'asphalte est toujours plus grise chez le voisin. Alors, dans tous les cas, pour véhiculer des croyances qui me semblent pas avoir de base scientifique et aucune preuve, sinon qu'il me semble que c'est mieux ailleurs, je donne la note de C à Richard. Là, maintenant, je vais marcher sur des œufs et vous parler de Pierre-Carl Péladeau. Le 27 février, dans un article de la presse, Marie-Claude Lortie rapportait une étude sur le peu de place que les femmes occupent dans les rôles décisionnels des grands médias. Pierre-Carl Péladeau a partagé l'article sur Twitter, ajoutant
que Marie-Claude aurait dû parler de son propre employeur, Power Corporation, dont l'équipe de direction ne comporte aucune femme. Alors, je suis allé vérifier. Et c'est vrai. Et c'est vrai, effectivement, il y a 0 femme et 21 hommes sur la direction de Power Corp. Et même si on inclut le conseil d'administration, où il y a seulement 2 femmes, ça nous donne un total de 6 % de femmes dans la direction de Power Corp. Mais là, je me suis dit, OK, PKP a peut-être raison, mais est-ce que lui fait mieux? Alors, j'ai décidé d'aller vérifier chez Québécois. Il est parti en croisade contre la presse. Hein? C'est comme une obsession, une manie. Si vous suivez son Twitter, c'est particulier ce qui se passe, mais je ferai pas plus de commentaires que ça parce que j'ai pas les moyens de me le mettre à dos. Mais alors, je suis allé vérifier chez Québécois. Je suis allé vérifier si Québécois faisait mieux. Et si on prend les mêmes postes, si on compare les deux, la direction et le conseil d'administration, il y a 26 % de femmes chez Québécois. C'est pas l'égalité, mais c'est mieux. Hey, une organisation quasiment féministe. Alors, pour le quasiment féministe, et parce qu'il avait pas tort, je donne à Pierre-Carl Péladeau la note de A-. Et parce que tu veux pas te mettre dans le trouble plus que t'es déjà. Non, j'aimerais ça aller à Salut Bonjour un jour. Le lendemain, le 28 février, la presse publiait un article de Mario Girard, on en a parlé un peu plus tôt dans l'épisode, qui se questionnait sur la façon de faire de Québécois, qui exploitait un peu les nouvelles de fugueuses dans le Québec, puis qui faisait un peu de convergence avec tout ça. La réaction de PKP sur Twitter à l'article, j'ouvre les guillemets, « Le journaliste de la presse sait-il qu'il est payé par Power Corporation, actionnaire de référence de Lafarge, qui finance l'État islamique. » Bon, c'est quand même une grosse attaque, c'est quand même... Bon, mais j'ai quand même décidé d'aller vérifier si c'est vrai, parce que c'est tellement gros comme prétention que tu dis, ça doit être vrai. Il a raison en partie. Il faut nuancer, mais PKP n'a pas tort. C'est-à-dire que Power Corporation est actionnaire minoritaire dans l'ordre de 9 %, mais avec un autre partenaire dans la cimenterie Lafarge, qui a été accusé d'avoir payé à l'État islamique une taxe pour protéger ses employés, mais aussi pour maintenir la production d'une de ses usines en Syrie. Sans aucun doute, éthiquement parlant, c'est un peu douteux. OK? Alors oui, par la bande, ils auraient financé un peu en payant une taxe et en achetant peut-être un peu de pétrole à l'État islamique en Syrie. Et est-ce que c'est l'art de faire dévier le débat aussi? Ouais. Là? Moi, c'est ce qui me fait... Oui, mais c'est pour ça que je trouve que c'est une attaque que je ne comprends pas nécessairement, parce que si on regarde dans chaque multinationale, si vous allez faire des recherches, vous allez trouver ce genre de scandale-là. Parce que quand tu es une multinationale qui fait affaire dans plein de pays, que ce soit SNC Lavalin, tout c'est Bombardier, partout, il y a des trucs un petit peu croches qui se passent. Je ne sais pas si c'est comparable, mais je peux d'ailleurs parler juste de la Caisse de dépôt du Québec. Le bas de laine des Québécois, hein, on y contribue tous. C'est ce qui va assurer notre retraite aux Québécois. C'est ce qui a sauvé Vidéotron. Oui, effectivement. Et la Caisse de dépôt, d'ailleurs, est actionnaire à 19 % de Québécois Média, mais elle a aussi des parts dans des fabricants d'armes aux États-Unis. Et pour PKP, quant à moi, je ne prendrai pas position. Je ne prendrai pas position entre un conflit qui oppose Québécois et Power Corp. C'est beaucoup trop gros pour moi. Je préfère rester neutre. Je suis un peu comme la Suisse là-dedans. La Suisse, d'ailleurs, où Québécois a été accusé d'avoir créé des entités fantômes afin de faire de l'évitement fiscal dans les années 2000. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Alors, c'était, si j'ai bien compris, épisode 4. Merci à mes collaborateurs Judith Lucier et Kevin Breton. Merci à tous les gens qui nous écoutent et qui commentent. Vos commentaires, on les lit et ils nous permettent de nous améliorer. Merci. D'ailleurs, grâce à vous, nous avons été numéro 1 cette semaine dans le palmarès iTunes au Canada. Oui, nous avons été le podcast francophone le plus populaire au pays pendant 2 ou 3 jours. Après ça, ça a changé, mais on était numéro 1 pendant 2-3 jours. Alors, merci aussi à ici Radio-Canada Première et Urbania. Et à tout le monde, je vous souhaite à la semaine prochaine. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur notre application mobile et au radiocanada.ca/balado.